Bonjour, j'avais plus une question pour CSC en fait. Je voulais savoir si vous aviez été sollicité par des entreprises pour donc des réseaux sociaux d'entreprises, mais un peu spécialisés, notamment, je sais que ça se fait pas mal pour les femmes cadres par exemple, les femmes, l'autre moitié de l'humanité, cadres. Voilà. Est-ce que vous étiez sollicité pour faire des réseaux qui étaient un peu plus axés oui, voilà, qui soit vraiment, qui soit vraiment un peu adapté et spécifique pour une catégorie, qui soit pas ouvert à tous en fait, mais qui soit vraiment dédié et au niveau design et au niveau communication et tout ça à une catégorie spécialisée, en l'occurrence les femmes. Non, pas spécialement. Nous, on est beaucoup sollicité sur des réseaux sociaux d'entreprise à grande envergure, chez des grands groupes du CAC 40 principalement. Sur du très spécialisé, on va intervenir plus sur du spécialisé dans le type knowledge management, mettre en place des réseaux sociaux très spécifiques justement pour développer la collaboration entre des experts dans un domaine défini et pour le partage de connaissances. Mais sur ce type d'exemple, non. Là, on est plus sur des réseaux sociaux publics, on va dire, dans ce que j'entends de ce que vous dites. Là, on est beaucoup moins sollicité. Bonjour, je suis Marie Cayatte. Une question pour CSC aussi. Vous aviez parlé de l'email, une volonté de ne pas mettre l'email donc de le séparer, de continuer à le séparer. Est-ce que c'est parce que les outils à l'époque n'étaient pas encore au point? Quelle est votre stratégie dans le futur? Comme on a vu donc Thierry Le Breton puis d'autres donc qui souhaitent vraiment éliminer totalement cet outil-là. La stratégie chez nous, c'est plus de partir dans un principe qui est d'éviter. Microsoft l'a très bien exposé, la pollution qu'on peut avoir aujourd'hui avec le mail est de pire en pire et il y a quelque chose qui est à faire. On est souvent confronté dans l'entreprise au partage documentaire qui se fait par le mail et qui pollue les boîtes. On se retrouve vite avec des saturations de messagerie parce qu'on s'envoie des fichiers qui sont de plus en plus gros et donc très vite ça explose. Donc ça, le réseau social a un vrai sens pour justement limiter les accès. Mais on a aussi un paradoxe qui se crée très vite, c'est que le réseau social, on va aussi l'utiliser pour se mettre des alertes et polluer encore plus. C'est-à-dire que moi, je vais mettre une alerte sur mon chef. Dès qu'il fait quelque chose sur le réseau social, je vais en être averti. Sur une communauté, dès qu'il y a quelque chose qui va être posté dans une communauté, je vais en être averti. Dès qu'il y a un document qui est modifié, je vais en être averti. Ce qui fait qu'au final, on va aussi se polluer. Donc c'est un apprentissage. On est dans une phase transitoire par rapport au réseau social. On commence à l'intégrer dans notre quotidien. Parce que le réseau social, pour qu'il vive, il faut qu'il soit intégré dans son quotidien. Il faut que tout le monde se connecte dessus régulièrement, aille travailler dessus. Et au fil du temps, on va limiter l'email justement parce qu'on va tellement être habitué à travailler avec qu'on aura moins besoin de recevoir ce type d'alerte. Donc il y a de toute façon un double jeu à gérer par rapport à ça. On ne supprimera jamais l'email, le réseau social, il pourra faire tout ce qu'on veut, il ne supprimera jamais parce que la communication qu'on peut avoir avec nos clients, avec des partenaires, on aura toujours besoin d'avoir ce type d'outils pour partager des informations. Néanmoins, on va pouvoir quand même beaucoup le limiter. Nous, en interne CSC, maintenant, toutes les communications un peu officielles, etc., se font par l'intermédiaire de ce réseau social pour éviter justement d'inonder des boîtes mail. Et ce qui fait souvent, c'est qu'on a un mail qui part d'un DG qui va dire voilà, on a ouvert un groupe C3 sur tel sujet, et après c'est fini. On a charge à l'employé d'aller sur ce groupe, sur notre réseau social, et d'aller s'informer s'il est intéressé. Mais il ne va pas recevoir justement 3 mails par semaine qui lui indiquent qu'on fait tel et tel truc, etc. Ça sera dans la communauté que ça se fera. J'ai répondu à... Oui, une question pour CSC, toujours. Je me demandais, compte tenu de la taille de votre réseau social et en particulier de sa taille mondiale, comment vous avez résolu le problème de la langue? C'est une grande question. On ne s'est jamais posé la question de la résoudre ou pas. Le problème, on a une boîte américaine, donc on travaille pas mal en anglais, quelque part. Néanmoins, en France, on a des communautés qui sont en français, où on travaille en français, et il y en a qui sont en Inde et qui travaillent en indien. Les Indiens sont quand même beaucoup plus en anglais. Donc il y a des communautés qui sont très locales et qui vont travailler sur des problématiques locales. Néanmoins, il y a des systèmes de tagging, notamment, qu'on retrouve partout. Une des bonnes pratiques qu'on essaie d'inculquer, c'est que chaque collaborateur essaie de mettre des tags aussi en anglais, qui est un peu la langue universelle, et qui va permettre justement que... Moi, je travaille sur ma communauté franco-française, sur un sujet franco-français. Néanmoins, les tags vont permettre d'être identifiés par d'autres communautés. Ils pourront rentrer en contact avec moi et là, on pourra converser. C'est plus dans ce sens-là. Néanmoins, il n'y a pas de barrière pour dire
Le réseau social, il est en anglais et pas autrement, parce que ça ne marcherait pas. On a quand même besoin de pouvoir converser en français entre nous. Néanmoins, il y a besoin aussi de garder cette transversalité et donc d'avoir l'anglais qui demeure. Bonjour, Maëlys Baïvé, je suis consultante en management des connaissances. Alors moi j'ai 3 questions un petit peu différentes. La première porte sur la façon, quelle est selon vous la meilleure porte d'entrée dans l'entreprise pour implémenter un réseau social? Vous avez dit que ce n'était pas l'IT. Est-ce que c'est la RH? Est-ce que ce sont les directions métiers? Est-ce que c'est la direction générale? Ça, c'est la première question. La deuxième est sur l'implication de la direction générale, justement. Dans une société américaine, on comprend bien que le comité de direction générale soit actif sur un réseau social. Est-ce que vous y arrivez aussi dans les entreprises du CAC 40 en France? Et troisième question, c'est toujours différent, par rapport justement à une entreprise quand même assez technologique, donc la vôtre, comment vous implémentez des réseaux sociaux dans des entreprises françaises moins portées sur la technologie et notamment dans des services peu enclins à utiliser ces nouvelles technologies. J'entends, je ne sais pas, un service de back-office bancaire ou assurance, par exemple, puisque vous avez cité ces 2 secteurs. C'est pour CSC? Oui, je crois. Alors, peut-être de l'expérience aussi. sur la première question, c'était à qui on s'adresse, par où rentrer, la porte d'entrée. Alors la porte d'entrée, Direction porteuse de projet, en fait, que porteur de projet dans l'entreprise. Alors la conviction que nous on a, c'est que c'est pas l'IT. Ça, c'est un premier point. Néanmoins, l'IT doit être quand même très présent. Ça ne passera pas autrement, notamment dans l'intégration, parce que Microsoft l'a très bien dit. Un RSE, c'est aussi une intégration avec le reste du monde, le reste de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Sûrement pas la direction générale aussi. Les outils qui sont poussés par le haut et le top-down, là, on est vraiment dans le schéma traditionnel et autant dire que ça part dans un mur tout de suite. Néanmoins, et ça répond un peu à votre question d'après, il faut une implication du management. Et chez nous, on a clairement, sur la page d'accueil, toutes les semaines, il y a un post qui est fait par un des DG de CSC de par le monde et qui va donner une news, donner des infos, donner ce genre de choses pour montrer qu'ils sont là. Mais ils ne sont pas là pour dire faites, ils sont là pour dire je fais et donc faites aussi. C'est plus dans ce sens-là. Après, il y a plein de points d'entrée dans l'entreprise. Nous, on a vu la direction de la com qui porte ces choses-là. Ça arrive dans certaines entreprises. Ça peut paraître un peu étonnant, mais ça se fait. Généralement, et en tout cas, nous, on l'a vu fonctionner beaucoup mieux, c'est souvent les métiers. Parce que c'est souvent d'eux que viennent le besoin de collaborer, de partage de connaissances, de bonnes pratiques. C'est eux qui ont ces besoins-là, c'est eux qui ont besoin de faire émerger ces choses-là. Donc c'est souvent eux qui essaient de porter ces choses-là. Une chose qui est certaine, c'est que pour pouvoir porter un projet comme ça, c'est un projet qui est souvent assez dur. La personne qui va porter sur ses épaules ce projet pour le faire monter, il faut quelqu'un qui arrive du terrain, quelqu'un qui sait, qui connaît le métier, qui a une expérience sur le métier, sinon ça ne marchera pas. Les fonctions transverses, généralement, sont beaucoup moins crédibles dans ce genre d'événement. Ça arrive que ça rentre par les RH, c'est quand même beaucoup plus rare, et le succès, à mon avis, est moins garanti. Ça, c'était la première question. La deuxième question, donc, c'était l'implication du management. Alors, l'implication du management, elle est fondamentale, on l'a bien dit. CSC, nous, c'est une des clés qui est forte. Encore une fois, ce n'est pas au management d'imposer les choses et de dire « allez dedans ». C'est aussi pas au management de freiner, parce qu'on le voit très souvent dans les entreprises et surtout dans l'industrie. C'est souvent, on lance le RSE et puis on a le patron qui dit « vous avez reçu un mail ». C'est super, mais n'y allez pas, vous allez perdre du temps, etc. Donc il y a un vrai problème. Bernard le disait tout à l'heure, une des problématiques, c'est le management, le middle management, le management intermédiaire. C'est eux qui vont être le plus freinés, parce qu'ils vont avoir peur de perdre la connaissance, le savoir, etc. Donc l'implication du management, elle est fondamentale, elle se fait. De plus en plus, les entreprises sont, même françaises, sont bien conscientes qu'il faut y aller, qu'il faut se lancer dans ce type de démarche, et que c'est par leur implication que ça se fera. Et nous, on le voit beaucoup dans les grands groupes français, où ils discutent beaucoup entre eux, des retours d'expérience internes entre les différentes entreprises, justement pour partager comment y aller, comment on s'y prend, etc. Et j'ai oublié la troisième question. La troisième question... Voilà, dans les ah oui.
Alors, dans les services technophiles, hein, donc les sociétés un peu technologiques comme nous, comme Microsoft ou autres, effectivement ça passe très bien, hein, c'est facile, il n'y a que des geeks. Encore que chez nous on n'a pas forcément que des geeks, mais il y a quand même une partie de la population qui est un peu geek, donc ça aide. On se dit souvent aussi, dès qu'il y a des jeunes, la génération Y, qui vont rentrer dedans, de toute façon ils sont sur Facebook, donc c'est pareil pour eux, ça va rentrer facile, il n'y a pas de souci. C'est pas forcément vrai, hein. Néanmoins, ce qui est en tout cas certain, c'est que très vite les collaborateurs, même les cols bleus dont on parlait tout à l'heure, dès qu'ils y voient l'intérêt, et il y a un intérêt pour eux à se retrouver sur ces trucs-là, le partage de bonnes pratiques, c'est fondamental, hein. Dès qu'ils voient qu'il y a un tel qui vient de dire qu'on pouvait faire ça beaucoup plus facilement, il conseille d'appeler un tel qui lui est... Tout de suite, hop, ça éveille l'intérêt et les gens ont envie d'y aller et commencent à se mettre dessus. Puis après, ça dépend des usages, ça dépend des métiers. Pour nous, il n'y a pas de barrière dans les métiers sur les gens qui ont besoin d'y aller. Il y a des besoins partout. Le partage de bonnes pratiques, c'est commun à toutes les entreprises du monde. Le partage de la connaissance aussi, hein, échanger des connaissances, etc., c'est fondamental. Le partage documentaire, toutes ces choses-là, c'est des vrais besoins, donc il n'y a pas de limitation. Après, l'accès, encore une fois, hein, plus facile pour la génération Y. Plus facile pour les cols blancs dans leur bureau que pour l'ouvrier qui est sur le terrain, c'est évident. Néanmoins, ils ont aussi des besoins qui peuvent être couverts par le réseau social. Alors j'ai une question. Je suis étonné dans cette conférence sur les réseaux sociaux de ne pas entendre parler de Twitter, et plus pour vous de Wikimedia. Qu'est-ce que vous pensez de Twitter en tant que source d'information, puisque c'est, entre guillemets, un flux continu d'informations qui n'arrête pas et... Est-ce que ça, pour vous, représente une menace ou au contraire un point d'intérêt Alors, vous tombez mal, vous êtes sur le seul membre de Wikimedia qui ne tweete pas. Non. Au contraire, actuellement, justement, il y a toute une réflexion au sein du mouvement Wikipédia qui est par rapport aux réseaux sociaux, de savoir comment est-ce que par les réseaux sociaux, on peut amener les gens à contribuer sur Wikipédia. Pour l'instant, c'est plus les réseaux sociaux, par exemple, type Facebook, qui vont aller prendre du contenu sur Wikipédia. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est éventuellement sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont se grouper par intérêt. Et ces gens-là, nous, ça nous intéresse parce que s'ils ont, je sais pas, mettons, un intérêt sur la peinture du XVIIe, nous, on aimerait bien qu'ils viennent contribuer sur Wikipédia pour faire partager leurs connaissances sur la peinture du XVIIe. Donc c'est plus, à la limite, c'est plus dans ce sens-là. Au départ, le Facebook ainsi et autres réseaux sociaux avaient sans doute un peu réduit le nombre de contributeurs, particulièrement de jeunes contributeurs, qui venaient plus sur Wikipédia en termes de réseau social. C'est des gens qu'on retrouvait plus, entre guillemets, sur ce qu'on appelle le bistrot, c'est-à-dire le forum de Wikipédia, plutôt que vraiment dans la contribution. Donc il n'y a pas, il n'y a pas une menace. Mais en général, en plus, sur Wikipédia, je suis toujours un peu ennuyé dans ce type de réunion-là, parce qu'on n'a pas vraiment de menace, si vous voulez. Je parlais par exemple de l'exemple de Citizendium. Citizendium, ils sont en difficulté financière. On pourrait considérer, dans le monde du business, que c'est un concurrent. Or, on va l'aider. On va l'aider parce que, justement, notre but, c'est le partage de la connaissance. S'il y a une autre source de connaissance, elle est en licence libre, il n'y a aucune raison qu'elle meure. On va essayer de l'aider. Comme on aide aussi, on va aider. Il y a un mouvement qui se lance, s'appelle le Wikidia, qui est pour une sorte de Wikipédia pour les enfants. Nous aussi, on va aider ce mouvement-là. On ne va pas forcément dire, tiens, ça serait bien qu'il soit en interne. Non. À la limite, ils respectent un peu les principes de nos valeurs, le partage de la connaissance, ainsi de suite. Je vais citer l'exemple aussi de Microsoft. Beaucoup de gens disent Wikipédia a tué Encarta. Je ne me réjouis pas du tout qu'Encarta ait disparu. J'étais abonné d'ailleurs à Encarta. Et d'ailleurs, actuellement, la fondation négocie avec Bill Gates pour qu'une partie des cartes qui sont en Encarta soient mises sous licence libre pour qu'on puisse les récupérer sur Wikipédia. Donc on est toujours dans ce système-là. C'est un peu, j'ai le même souci, j'ai été à une conférence d'une benchmark avec des startups où les gens expliquaient les modèles, comment ils allaient battre leurs concurrents, ainsi de suite et tout. Moi je disais, écoutez, moi j'ai pas vraiment besoin de plus d'argent que nécessaire pour faire tourner, ce qui n'empêche pas que vous devez faire un don. Mais le but, si vous voulez, on n'est pas dans une situation de concurrence. L'exemple type, par exemple, qu'il pouvait y avoir, c'était la menace, si menace il y avait, par exemple, c'était avec la création de Knoll, le projet d'encyclopédie de Google. Avis purement personnel. Je pense que Google a clairement lancé ça pour tuer Wikipédia. Ceci dit, ça n'a pas vraiment fonctionné. Nous, notre peur, ce n'était pas vraiment sur Knoll. Notre peur, c'était qu'il défavorise
notre ranking sur Google, parce que grosso modo 50% des gens qui arrivent sur Wikipédia arrivent par Google, ou quand vous faites une recherche sur Google, Wikipédia arrive souvent dans les 2, 3 ou 4 premiers. Notre menace était là, on se dit, il y a des gens qui vont peut-être chercher l'information et qui ne vont pas pouvoir y accéder sur Wikipédia. Maintenant, ils se sont rendus compte que CNOL, je ne vais pas parler à la place de Google, mais j'ai un peu l'impression qu'ils ont, entre guillemets, laissé un peu le projet en friche. Et au contraire, maintenant, ils aident beaucoup au développement de Wikipédia. Par exemple, il y a un outil sur la traduction sur Google qui vous permet de traduire directement des articles d'une version de Wikipédia à une autre version de Wikipédia. Idem sur le Android, je crois qu'il y a un système en réalité augmentée qui vous met un lien sur l'article de Wikipédia. Donc notre peur n'est pas là, si vous voulez. L'utilisation, à ce moment-là, faire un lien avec une plateforme où on vous dit, voilà, vous avez l'article Wikipédia en base, et puis à côté, vous avez le lien d'actualité avec tous les tags qui peuvent exister. Voilà, c'est un peu notre but. C'est un peu comme aussi, ça surprend aussi beaucoup de gens de dire, mais à un moment donné, quelqu'un peut faire une utilisation commerciale de Wikipédia. C'est quand même curieux pour un projet qui, normalement, c'est un projet d'entraide, de partage. Oui, ça ne nous dérange pas. Je ne pense pas de manière qu'il y aura une utilisation massive de commerciale qui, là, pourrait poser problème par rapport à des contributeurs. Par exemple, les contributeurs font beaucoup de dons parce qu'il n'y a pas de publicité. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de publicité. Parce que c'est de la publicité, le contributeur pourra dire, mais il y a quelqu'un qui profite de mon travail, quoi, grosso modo. Mais si à un moment donné, nous, notre but, c'est d'atteindre... C'est-à-dire que si je vais prendre un exemple précis. Il y a des gens, des écoles dans les Andes péruviennes, absolument aucun accès à l'Internet. Donc ils utilisent des petits ordinateurs, le programme OLPC, One Laptop Per Child. Sur ces ordinateurs-là, il y a une version 1.0. Paradoxalement, nous, on est passé de temps en temps, on est obligé de passer du 1.0 pour atteindre notre cible. Eh bien, c'est une société commerciale qui le produit. C'est pas gênant. Nous, notre but, c'est que la personne, l'enfant au fin fond des Andes, il puisse accéder dans sa langue à la connaissance universelle. Donc, à la limite, nous, les réseaux sociaux, à partir du moment où ce qui va vraiment nous intéresser, c'est de nous dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont une connaissance et qui sont prêts à venir contribuer sur Wikipédia, à venir partager leur connaissance sur Wikipédia. De la même manière, je parlais des wikis territoriaux, on a des échanges avec les wikis territoriaux. Ils vont être, par exemple, sur le Cotentin, ils vont dire, nous, on va faire un article sur, je sais pas, mettons, chaque rivière, chaque torrent du Cotentin. Sur Wikipédia, ça ne sera pas le cas, mais c'est sous la même licence, donc il y a vraiment des échanges entre les deux. On va prendre les deux questions en même temps, parce que nous devons conclure. On va vous laisser poser vos deux questions à la suite de l'autre, puis on conclut. Bonjour Alain Risbourg. J'ai une petite question sur la stratégie produit de Microsoft donc vis-à-vis des réseaux sociaux d'entreprise. Vous nous avez dit que SharePoint n'était pas un native player, on dira, du réseau social d'entreprise. Il y a d'ailleurs des acteurs français, je pense à un acteur qui s'appelle Kalinda, mais c'est certainement pas le seul. Et puis il y en a peut-être d'autres aux États-Unis qui se sont engouffrés dans cette brèche-là. Donc j'aimerais savoir quel est le futur de SharePoint, le cas échéant, pour répondre à un besoin qui est celui d'un réseau social d'entreprise au sens d'un Facebook d'entreprise. Je vais avoir une question bien différente. Donc, mon nom est Claire Ariston, je travaille au ministère de l'Éducation nationale. Quand je vous entends, j'ai pas l'impression qu'on vit dans le même monde, excusez-moi. Je m'occupe que de l'activité de 44 000 personnes, donc c'est une toute petite activité sur 1 133 000. Par contre, ce que je me demande, c'est quels sont les exemples de services publics avec lesquels vous avez travaillé, qui utilisent ce type de fonctionnement, parce que vous avez évoqué pour certains que ça existait. Et je vous avouerai que je suis preneuse des expériences, parce qu'aujourd'hui, on n'a rien pour s'appuyer. On développe, nous, des outils collaboratifs. Et même ça, aujourd'hui, c'est difficile. Une expérience avec 2700 contacts, en fait, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile à faire vivre par rapport à la sécurité de l'information, par rapport où là, on n'a pas d'engagement. Et nous, on se lance un petit peu comme ça. Donc c'est vrai que je vous entends, je me sens bien éloignée de tout ça. Donc je suis preneuse d'expérience d'autres services publics. Merci, je crois que vous avez un dossier intéressant pour vous, pour CSC. Il y a 44 000 personnes, ça peut être intéressant pour vous. Sylvain, très rapidement. Juste savoir quel coût ça a pour l'entreprise de mettre en place C'est en 3 mots, une question pour Microsoft, pour vous, et également vous pouvez répondre, je pense, parce que peut-être que Wikimedia l'éducation nationale peut exister. On peut en parler. Ouais, ça pourrait être existant, donc je ne sais pas si c'est éloigné tant que ça. Donc vraiment, rapidement, chacun, 1 minute pour conclure. Alors, je vais essayer d'être rapide. De toute façon, je n'ai pas énormément d'informations sur la version future de SharePoint. Mais ce qui est certain, alors déjà sur notre positionnement, c'est qu'effectivement, comme je l'ai expliqué, on a un historique qui fait que
on s'est dirigé naturellement vers le réseau social, même si on n'est pas un native player, on concurrence quand même les native players sur le marché. Donc les nombreux RFP qu'on reçoit des clients, on est effectivement en concurrence avec eux. L'exemple de Kalinda, c'est plutôt un partenaire pour nous, qui complémentent notre solution, parce que leur solution est construite sur du SharePoint 2010. Ils ont une offre qui complète dans le côté vertical. Donc là où nous, on ne répond pas complètement, puisqu'on essaie d'être assez généraliste, Kalinda vient compléter. Kalinda n'est pas le seul. Ça, c'est un acteur français, une start-up d'ailleurs, qu'on soutient. NewsGator, qui est plutôt un acteur américain, va venir aussi fortement compléter la partie SharePoint 2010 en implémentant des usages comme à la Twitter, avec les syntaxes, les raccourcisseurs d'URL, etc. Après, nous, en interne, on est toujours aussi bêta-testeur de nos propres produits. Donc, on a développé un espèce de moteur qu'on appelle Office Talk, qui permet de tweeter. C'est vraiment la même logique. Et à terme, tout ça permet aussi, via l'observation des usages qu'on en fait, nous, purement en interne, de voir si on les implémente ou pas dans les futurs produits. Donc, je dirais que là, on est plutôt en phase de test. La version actuelle permet de faire certaines choses, d'accompagner nos clients au démarrage selon leur maturité. Et on a l'écosystème qui est extraordinaire autour de SharePoint 2010, qui permet de compléter là où on ne sait pas répondre complètement. Voilà. Oula. Je sais que c'est toujours difficile pour moi. Avec l'éducation nationale, j'allais dire qu'on aimerait bien avoir plus de rapports. Je donne juste un exemple. Actuellement, on collabore beaucoup, de plus en plus, avec les musées. On a un partenariat avec le musée de Versailles, où on a placé un Wikipédien pendant 6 mois en résidence. Pourquoi ? Parce que Versailles utilise tous les réseaux, Facebook, et ainsi de suite. Mais ils se sont rendus compte que 50% des gens qui arrivaient sur leur site web passaient par l'article sur Wikipédia. C'est encore plus vrai dans les autres langues, parce que dans les autres langues, tout simplement, ça n'existe pas sur le site web du château de Versailles. Donc là, on a lancé une collaboration. Je vous donne un exemple. On a écrit, j'ai coécrit avec d'autres un article assez précis sur le bureau du roi, c'est-à-dire le secrétaire à cylindre de Louis XV. C'est un article qui est maintenant extrêmement complet, beaucoup plus complet que celui qui existe sur le site web. On a même été poussé jusqu'à dire, je vais dépasser la minute, jusqu'à dire au-delà de ce que le château de Versailles pouvait faire, mais surtout c'est un article qui va exister dans moins d'un mois, en cantonais, en swahili, en hébreu, en anglais, en allemand, en russe. Voilà. Pourquoi je cite l'exemple de l'éducation nationale ? Je cite l'exemple. Dernière réunion de parents d'élèves auquel j'ai assisté. Premier professeur qui parle, qui dit « Ah non, surtout dites à vos élèves de ne pas utiliser Wikipédia ». Deuxième professeur qui parle « Surtout dites à vos élèves de ne pas utiliser Wikipédia ». Troisième, qui un peu modéré, qui dit « Utilisez, mais attention avec parcimonie », ainsi de suite. Or, 90% ou 99% des collégiens ou des étudiants, ainsi de suite, utilisent massivement Wikipédia. Donc oui, on est partisan d'un partenariat. On commence à avoir des partenariats avec des lycées qui commencent à nous interroger là-dessus. J'arrête là. C'est bon, j'ai le petit. Merci. Ma réponse serait rapide, en moins d'une minute aussi. Il ne faut pas se tromper, les réseaux sociaux d'entreprise, c'est tout naissant. Hein. En France, le seul vrai exemple dimensionnant, c'est Orange, avec Orange Plaza, hein, qui est le seul vrai exemple à taille 44 000. Hein, enfin, on est dans la cible, c'est 100 000 ou un truc comme ça pour Orange. Donc c'est le seul exemple qui existe vraiment. Je crois que c'est avec SharePoint d'ailleurs. Hein. Et Kalinda, pour ne pas faire de pub à Microsoft. Mais voilà. Sur les autres, la problématique, elle est plus de qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, toutes les entreprises qu'on voit, nous, et avec qui on travaille, elles sont toutes dans ce que vous expliquez, c'est qu'elles ont plein d'initiatives, ça part dans tous les sens. Chacun développe son petit SharePoint dans son coin, son petit, je ne vais pas citer tous les concurrents, mais chacun va développer son initiative. Et là, on perd toute la puissance du truc. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est plus de dire... Essayons de rationaliser un peu tout ça et de mettre en place un vrai réseau social d'entreprise à taille de l'entreprise. Pour les très grands, on va être dans du 44 000, ça peut être aussi à taille un peu plus humaine, hein, mais voilà, c'est plus ça. Mais aujourd'hui, c'est naissant. On est vraiment dans quelque chose qui est en train d'arriver et qui part. Et pour ce qui est du coût,
c'est un coût, bien évidemment. On n'est pas dans l'implémentation des SAP. On est très très loin de ce genre de choses. Enfin, je cite SAP, mais je pourrais en citer d'autres. Mais voilà, ce n'est pas un projet système d'information hyper dimensionnant. C'est des coûts qui sont beaucoup plus acceptables. Il y a des coûts récurrents de licence qui sont généralement pas très élevés. Ce qui est dimensionnant dedans, c'est les projets. Qui a un vrai coût, et la composante change qu'il faut apporter, parce qu'il y a vraiment une vraie équipe de conduite du changement qu'il faut mobiliser au moins sur un an, c'est ça qui va coûter cher. Mais ça s'arrête là.